Amour. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intrigué. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel, ce quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires d'amour et rencontrer des experts de l'amour. Alors j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, amour.lepodcast, tout en lettres minuscules, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur mon site amour.lepodcast.fr ou sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Coucou Boris, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer ce qu'est la prostate et quelle est son utilité, s'il te plaît ? Alors, la prostate, c'est une petite glande qui fait à peu près 20 grammes chez l'adulte jeune, c'est-à-dire à peu près la taille d'une châtaigne. Et cette glande, elle est située sous la vessie, en avant du rectum, et surtout, elle va entourer le canal de l'urètre. C'est ce qui explique du coup qu'en grossissant avec l'âge, elle peut entraîner des troubles urinaires. Mais en fait, cette glande, elle fait partie du système reproducteur masculin. Son rôle majeur, ça va être de produire une partie du liquide séminal. Le reste du liquide, c'est produit par les vésicules séminales qui sont derrière la prostate. Et ce liquide séminal va favoriser le transport des spermatozoïdes et surtout leur maturation pour qu'ils puissent devenir fécondants. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, en fait, cette prostate, elle ne participe pas au mécanisme de l'érection. Bienvenue dans Amour le podcast, j'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui je reçois Boris Delaunay, enfin le docteur Delaunay. Pas obligé de dire docteur. Hein. Bonjour docteur. Non. Bonjour mademoiselle. Non, je viens pas pour une consulte. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens très bien, ouais. Je suis ravi de te revoir. Bah ouais, moi aussi, ça fait une dizaine d'années, je crois, non, 7 ans qu'on s'est pas vu, du coup, et je l'ai recontacté il y a quelques temps pour cet épisode, et du coup, comme vous le voyez dans le descriptif, Boris est andrologue, urologue et sexologue, et du coup, je voulais commencer par faire un petit point. Est-ce que tu pourrais nous faire une différence entre urologue, sexologue et andrologue ? Alors, à la base, je suis urologue. Ouais. Donc, je suis médecin, j'ai fait une spécialisation en chirurgie urologique, oui. Donc mon métier c'est urologue. Ouais. Urologue, c'est le médecin qui va s'occuper de tout l'appareil urinaire et génital masculin et féminin. Donc ça va des reins, la vessie, la prostate et les organes donc génitaux masculins et féminins. Je me suis ensuite surspécialisé en andrologie. L'andrologie, c'est vraiment la prise en charge médicale des organes génitaux masculins, justement. Oui. Andro, en grec, c'est homme. Exactement. Donc, on peut dire que c'est un peu le pendant masculin du gynécologue. Oui. Donc, moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est testicules, pénis, urètre également. Donc, c'est ça l'andrologie. L'andrologie, c'est vraiment la médecine de l'appareil génital masculin. Okay. Et sexologue, c'est encore un truc sur lequel je me suis surspécialisé, ouais. Où là, on parle de sexe, oui. On parle de la sexualité. Alors moi, je suis beaucoup plus sur la sexualité masculine, mais là, c'est plus... Alors moi, j'ai un côté un peu plus médical, évidemment, oui. Mais j'ai aussi une approche un peu psychologique de la sexualité. D'accord. Quel type de patient, du coup, t'as plus d'hommes, j'imagine, ou des fois, tu reçois des femmes ? Alors, moi, vu que je suis andrologue, je reçois quasiment que des hommes. Ouais. Les seules fois où je vois des femmes en consultation, c'est ou pour des problèmes urologiques un petit peu plus classiques, ouais. Ou parce que je vois des couples. Oui, j'allais te demander, du coup. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est plutôt les femmes ou les hommes qui prennent la consulte ? Tu sais ou pas, ça ? Alors, je le sais pas toujours. Majoritairement, quand même, sont les hommes. Ouais.
parfois sur la demande de leur femme, voire la pression de leur femme, mais finalement pas tant que ça. D'accord. Très souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement de sexualité. Ouais. Les hommes ont moins peur de venir consulter. Et non, très souvent. Alors, ça peut être aussi les médecins généralistes, parce que souvent, quand même, le premier interlocuteur, ça reste le médecin traitant. Ouais. Donc, c'est le médecin traitant qui peut m'adresser le patient. Mais assez souvent, c'est l'homme de lui-même qui va prendre son rendez-vous. Ok, bah, tant mieux. Ça se, comment on va dire, oui, ça se généralise au final. Ouais. Quel type quel thème en général, donc on a parlé contraception masculine en dehors de l'interview, mais en général, qu'est-ce que tu soignes, on va dire? Alors, moi, je soigne quand même beaucoup le versant sexo et pénis. Ouais. Donc on va dire que sur la partie un peu plus urologique, je fais vraiment toute la prise en charge médicale et chirurgicale de la dysfonction érectile, donc je vois beaucoup de dysfonction érectile. D'accord. Je vois pas mal aussi sur les problèmes péniens les courbures de verge, ce qu'on appelle la maladie de la péronie. Ok, c'est quoi exactement? En fait, la maladie de la péronie, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais c'est une espèce de petite plaque fibreuse qui va s'installer sur les corps caverneux. Ok. Donc, un pénis, pour faire un résumé, c'est 2 cylindres, donc 2 corps caverneux. Et ces corps caverneux, ils sont constitués d'une enveloppe assez rigide qui s'appelle l'albuginée. Et à l'intérieur, c'est des muscles, des vaisseaux sanguins, c'est relativement mou, on va dire. Oui. Et sur cette enveloppe, sur cette albuginée des corps caverneux, parfois va s'installer une espèce de plaque fibreuse, comme une cicatrice. Alors d'ailleurs, parfois, ça peut être post-traumatique. Oui. Les patients qui ont des fractures de verge, par exemple, peuvent avoir ça comme séquelle, mais c'est aussi une maladie qui peut se développer naturellement. Et cette plaque de fibrose va s'installer. Souvent, ça commence par une phase douloureuse. Ok. Juste la douleur, c'est Juste la douleur. Et dans un deuxième temps... La douleur à quel moment, du coup? En fait, c'est le premier symptôme, généralement, la douleur. Oui. Ça commence par une sensation de gêne un peu au niveau de la verge, voire ça fait vraiment mal. Moi, j'ai une question. C'est au moment où tu as des érections ou c'est Alors, c'est tout le temps. Ah d'accord. Au début, ça peut être tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une douleur. C'est une espèce d'inflammation qui se crée sur la verge, en fait, et donc ils ont mal en permanence. C'est souvent augmenté au moment de l'érection et au moment des rapports sexuels, mais pas que. Ils peuvent avoir des douleurs spontanées. Alors, c'est pas systématique cette phase, mais malgré tout, quand ça existe, c'est quand même assez invalidant. Ouais. Et puis, dans une deuxième phase, qu'on va appeler la phase un peu plus froide, la douleur va disparaître. Oui. Et à ce moment-là, c'est plutôt la courbure qui va s'installer. Donc on a comme un petit nodule sur la verge, et la verge en érection uniquement va s'enrouler autour de ce nodule, donc il se retrouve avec des courbures. Alors ça va être des courbures de 10 degrés à 90 degrés. D'accord, ah oui, à ce point-là. C'est vrai que quand je travaillais en neuro, j'en ai pas vu énormément. J'ai eu beaucoup de torsions testiculaires, je me souviens. Qu'est-ce que j'avais eu aussi? Je sais plus. C'est hyper varié. Mais oui, c'est totalement varié. T'as les torsions du cordon spermatique, t'as les fractures de verge, t'as les priapismes. Ouais. Oui, et du coup, les priapismes, c'était aussi très fréquent. Il y avait des choses qui m'ont marqué et d'autres moins. Donc ça, c'est tout pour toute la partie verge. Alors, je vois aussi beaucoup de cancers du pénis. Ok. Parce que c'est un cancer qui est extrêmement rare. Ouais. Donc, il y a pas beaucoup d'urologues qui le prennent en charge. Donc, moi, j'ai un peu un biais de sélection, j'en vois beaucoup, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Ouais. Donc, j'ai toute cette prise en charge. Après, j'ai toutes les pathologies aussi testiculaires, on va dire, qui sont en lien avec la fertilité. Ouais. En particulier, je fais tout ce qui est chirurgie de varicocèle. D'accord. Ça, c'est les veines qui sont dilatées au niveau de la vascularisation du testicule. Okay. Et je vais récupérer aussi les spermatozoïdes directement dans les testicules. D'accord. Derrière ça, tu fais un suivi par rapport au... du coup, j'imagine que peut-être que tu étudies aussi du coup, au niveau un spermogramme ou ce genre de choses ou pas? Oui, exactement. Je vois aussi en consultation les hommes qui viennent pour un bilan d'infertilité. Alors souvent, ils me sont adressés plutôt par les gynécos parce qu'ils ont déjà eu un premier bilan avec souvent une anomalie sur le spermogramme. Donc je fais le bilan pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme anomalie sur le spermogramme, d'où ça vient, est-ce qu'on peut l'améliorer, etc. D'accord. Donc ouais, ça j'en vois pas mal aussi. Et tu m'as parlé aussi d'autres choses, de vasectomie aussi. Alors après, je fais énormément de contraception masculine. Ouais. Alors moi, évidemment, ce que je fais essentiellement, c'est la vasectomie. Ouais. Donc ça, c'est de la contraception masculine définitive, du coup. Exactement. Moi, je leur dis d'ailleurs que c'est une stérilisation. Oui. En fait, sur le plan chirurgical, ça peut se réparer. Une vasectomie, en gros, on coupe les canaux déférents. Oui. Donc normalement, c'est pas réversible. C'est comme quand on fait une ligature de trompe. Oui. Mais il y a des techniques chirurgicales, micro-chirurgicales, où on va pouvoir quand même essayer de réparer. Oui. Ça marche pas si mal que ça sur la reperméabilisation, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir quand même des spermatozoïdes qui ressortent, mais par contre les taux de grossesse sont pas très élevés. Le problème, c'est que des testicules qui fonctionnent bouchés pendant un certain temps, ils fonctionnent à haut régime de pression, et du coup ce qu'ils produisent au fur et à mesure est de moins bonne qualité. Ouais. Donc
même si ça marche pas si mal que ça quand même, Oui. les patients, j'essaye de leur expliquer que c'est quelque chose qui doit être considéré comme définitif quand ils prennent leur décision. D'accord. Parce que sinon, c'est compliqué. J'avais eu un couple une fois où je pense qu'ils n'avaient pas bien eu l'information. Ils avaient fait la vasectomie parce qu'ils avaient déjà eu 2-3 enfants, qu'ils en avaient un peu marre. Madame avait des problèmes de contraception. Et puis un jour, ils viennent me voir en disant « Bon, bah, ça y est, on a décidé qu'on allait refaire des enfants. Allons-y. » Ouais, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Enfin, ça faisait un certain temps en plus. Enfin, donc c'est un petit peu compliqué. J'imagine. Donc vraiment, les patients sur la partie vasectomie, il faut bien leur expliquer que c'est définitif. Et après, ce que je vois... Alors, si, il y a un mot sur la vasectomie quand même. Ça flambe, la vasectomie. Ça a explosé. Ouais. Ça a augmenté. Ça a été multiplié par 12 à peu près en une dizaine d'années. À cause de quoi, du coup? Enfin, tu penses, toi, à cause de quoi? Alors, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en 2001, la vasectomie, c'était illégal en France. 2001? 2001, c'est hier. En fait, il y avait des lois qui interdisaient ça parce que c'était considéré comme étant une mutilation. Alors ça se pratiquait, mais sous le nom d'autres interventions, etc. Et donc en France, c'est qu'à partir de 2001 que ça a été autorisé. Donc déjà, c'est quelque chose de récent, donc on n'a pas du tout cette mentalité de faire des vasectomies. Ouais. Ensuite, la contraception, ça a toujours été à la charge de la femme jusqu'à présent. Ouais. Donc que l'homme la prenne en charge, c'est assez nouveau, donc il faut que ça se développe petit à petit. Oui. Donc les hommes que je voyais pour une vasectomie initialement, c'était vraiment des hommes assez militants, qui étaient vraiment pro prise en charge de la contraception au sein du couple. Et ça, c'est en train d'évoluer parce que du coup, ces hommes, je les ai opérés, et puis il y a du bouche à oreille. Et en fait, ceux que je suis en train d'opérer aujourd'hui, c'est ah oui, parce que tel pote, vous l'avez déjà opéré, et ainsi de suite. Okay. Et donc, là, j'ai repris les chiffres il n'y a pas très longtemps. En 2010, on avait fait 9 vasectomies au CHU. Okay. Là, en 2021, on est, je sais plus, à 150, 190, quoi. Finesse, c'est génial. Et cette année, j'ai pas encore les chiffres, mais on est à plus de 200. Enfin. Juste sur le CHU, pour quasiment 2 chirurgiens, on va dire. D'accord. Et en clinique, quand j'en parle avec mes collègues, pareil, ça se développe énormément. Est-ce que tu as la notion des âges, ce genre de choses, ou pas du tout? Des âges et des patients? Oui, il y a tous les âges. La population la plus classique, c'est l'homme de 40-45 ans, qui a déjà 2-3 enfants. Ouais. Madame a des problèmes avec la contraception, elle ne tolère plus la pilule, elle ne veut pas de stérilet, enfin voilà. Et l'homme, clairement, dans sa réflexion, c'est madame, elle a suffisamment donné, c'est à moi de prendre en charge la contraception au sein du couple. Donc c'est vraiment le gros de la population que je vois. Après, j'ai quand même aussi une population un peu plus particulière, où sont des hommes plutôt jeunes, assez souvent célibataires et qui n'ont pas d'enfants. D'accord. Et qui, eux, sur le plan philosophique, considèrent que la Terre est surpeuplée, ils veulent surtout pas d'enfants dans ce monde absolument atroce. D'accord. Ce que je peux parfaitement comprendre. Et donc, eux, ils sont très, très motivés pour faire la vasectomie. D'accord. Donc, je te dirais que ça va... Alors, je vais pas dire de 18 ans, parce que c'est rare quand même que j'ai des jeunes de 18 ans, mais ça m'arrive d'avoir des jeunes de 20-21 ans qui viennent pour une vasectomie. D'accord. Et ça va, je sais plus, le plus vieux que j'ai eu, c'était peut-être 65 ans, un truc comme ça. Et du coup, quand c'est jeune, est-ce que tu as plus de psychologie qu'avec une personne qui est un peu plus âgée ou pas spécialement? Alors, je suis plus vigilant. Oui. Mais en fait, à partir du moment où on respecte les règles, donc déjà, il faut qu'il soit majeur. Oui. Ça, c'est toujours le cas. Il y a 2 consultations obligatoires. Une première consultation où on va leur donner l'ensemble des informations, où ils signent un premier consentement. Ils ont 4 mois de réflexion obligatoire. D'accord. Et au bout des 4 mois, je les revois en consultation, je leur réexplique, je réponds à toutes leurs questions et ils me re-signent un deuxième consentement. D'accord. Moi, je considère qu'à partir du moment où ils sont dans les clous, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, quand ils sont jeunes, quand il n'y a pas d'enfants, j'insiste un peu plus, je discute peut-être un petit peu plus longuement avec eux. Je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont réfractaires à l'idée de faire ce type de chirurgie chez eux, voire certains demandent à ce qu'il y ait une évaluation psy. Alors pourquoi pas, mais en fait... C'est pas une chirurgie de l'obésité, en fait. Je veux dire, c'est pas la même chose, quoi. Et puis, en fait, les patients jeunes sans enfants, c'est jamais avec eux que je vais avoir des problèmes. C'est-à-dire que ceux qui vont changer d'avis à un moment donné, parce qu'on en a de temps en temps qui reviennent en ayant changé d'avis, c'est pas cette population. Eux, ils sont vraiment à fond dessus, ils sont absolument convaincus, et je n'ai jamais vu un homme dans ce cadre-là revenir en ayant changé d'avis. Ouais. Ceux qui changent d'avis, c'est ceux qui ont déjà des enfants, voilà. Et je dis toujours, un homme ne change jamais d'avis, en fait, il change de femme, c'est tout. Très bonne phrase. Du coup, j'aimerais beaucoup parler contraception masculine, mais non définitive, du coup. Oui. Actuellement, on parle quand même pas mal de slip chauffant. Alors moi, j'ai entendu parler aussi
du silphium. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Ah non, je connais pas ça. Alors ça, c'est quelqu'un qui m'a sorti ça. Alors ce serait une plante qui, à une certaine époque, bloquerait pendant un temps limité la production de spermatozoïdes. Et donc ça s'appelle le silphium. Alors, je vais te dire un truc, ça, tu oublies. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'en parle là. Pourquoi tu oublies? Parce qu'en fait, déjà, ce qui existe, c'est pas autorisé. Ouais. Il n'y a absolument rien de reconnu. Aujourd'hui, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, les seuls moyens de contraception masculine qu'elle reconnaît, c'est la vasectomie, mais qui n'est pas un moyen vraiment de contraception comme on l'a dit, le préservatif, qui n'est quand même pas non plus l'idéal, et le retrait. Qui ne fonctionne pas très bien. Non, c'est ça. Donc les 3 seules méthodes de contraception masculine autorisées aujourd'hui en France, c'est ça. On sait néanmoins, parallèlement à ça, qu'il y a la contraception hormonale et la contraception thermique qui fonctionnent très bien. Donc ça fait un certain temps que c'est étudié. On a quand même pas mal de publications dessus. Et on va dire que sur le plan purement médical et physiologique, on sait très bien comment ça marche. On sait que c'est efficace. On sait que c'est réversible, tout ce qu'on attend d'une contraception. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est pas validé en France, on peut pas l'utiliser en pratique clinique. Alors, sur la contraception hormonale, si tu veux que je t'explique un peu les deux, en fait, le principe de la contraception hormonale, c'est qu'on va te bourrer de testostérone pour t'empêcher de produire des spermatozoïdes. D'accord. Ça, c'est important parce qu'il y a plein de médecins, même encore, qui se trompent. Souvent, on imagine que si on donne plein de testostérone, on va améliorer la fertilité. Or, pas du tout. C'est l'inverse. En fait, quand tu donnes plein de testostérone, tu bloques ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire au niveau du cerveau, les hormones qui vont stimuler les testicules. Et en bloquant en fait cet axe, il n'y a plus du tout de stimulation au niveau des testicules, donc il n'y a plus de production de testo et il n'y a plus de production de spermatozoïdes. D'accord. Et ça, c'est des personnes qui en prennent en permanence, tous les jours? Alors, en fait, il y a un protocole de l'Organisation mondiale de la santé qui avait été fait, il y avait une étude qui avait été faite là-dessus, qui montrait que si on donnait 200 mg de testostérone toutes les semaines, au bout de 3 mois, il y a quasiment plus de spermatozoïdes. D'accord. En fait, on est rarement azoosperme, c'est-à-dire sans spermatozoïdes, mais on a moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre, ce qu'on définit comme étant le seuil contraceptif. Donc ça, clairement, ça marche, et ça marche assez rapidement. Le problème, c'est que ces études, elles n'ont été faites que sur 18 mois. Et donc aujourd'hui, si on le prescrit, d'abord, c'est hors AMM, c'est-à-dire que c'est hors autorisation du médicament, et en plus le patient du coup doit payer son traitement par testostérone, et qu'en plus au bout de 18 mois il est obligé de stopper, sachant qu'il faut déjà 3 mois avant que ça commence à être efficace. Donc c'est toute une démarche un peu complexe. En plus, très souvent, les hommes qui viennent pour une demande de contraception masculine, c'est justement pour éviter les hormones chez les femmes. Donc c'est souvent des patients qui sont pas très demandeurs d'avoir une contraception hormonale. Donc en fait, la contraception hormonale en France, ça reste quand même assez anecdotique. Il y en a pas beaucoup qui l'utilisent. On entend parler depuis des années de la pilule contraceptive chez l'homme. Depuis que je fais de l'urologie, j'en entends parler, je l'ai toujours pas vu. Donc c'est en train de se développer peut-être un petit peu plus aujourd'hui, parce qu'on parle de plus en plus de contraception masculine, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a rien de commercialisé, il n'y a rien qui existe réellement. Donc sur la contraception hormonale, on n'a pas grand-chose de plus. En plus, ce que je t'ai pas dit, mais c'est qu'il y a plein de contre-indications. Dès qu'on va donner des hormones, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indications sur le plan sanguin, hépatique, rénal. Il faut surtout pas fumer. Globalement, dès que l'homme il a un problème de santé, ça le contre-indique. Et en plus, ça a des effets secondaires. Alors, même s'ils ne sont pas des effets secondaires très graves, ça donne de l'acné, ça joue un peu sur la pilosité, ça rend un petit peu plus agressif. On a une libido qui est au taquet. Ça peut jouer sur l'humeur. Voilà. Donc, faut vraiment avoir des patients qui sont très motivés, sans aucune contre-indication. Et ça, à la limite, ça peut être utile sur quelque chose d'un peu temporaire. C'est-à-dire que madame peut plus prendre de moyens de contraception, ils sont pas encore prêts à aller à la vasectomie. Ça peut faire une période de transition. Mais voilà, il y en a quand même assez peu qui font ça. C'est sûr que déjà, si tu vois ta femme qui va pas bien avec ses contraceptifs, ça donne pas envie de prendre les tiens. Alors, ce qu'on a tendance à voir, et c'est là qu'il faut faire hyper gaffe, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui se dopent en fait sur le plan sportif et qui viennent nous voir soi-disant pour une contraception hormonale, et en fait c'est juste pour qu'on les fournisse en testostérone. En fait, les symptômes que je te disais, que ça bloque la production de testostérone et de spermatozoïdes, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'axe hypothalamo-hypophysaire. En fait, les sportifs, les mecs qui font de la muscu, à outrance, ils prennent des stéroïdes anabolisants, et en fait ils se bloquent complètement aussi l'axe hypothalamo-hypophysaire, ils se saturent un
peu en testostérone finalement, et donc ils ont plus de spermatozoïdes, ils ont des tout petits testicules, des pénis qui sont un peu plus petits, et souvent ils manquent de testostérone aussi en fait. Il y a ensuite, je t'ai pas parlé de la contraception thermique. Oui, c'est la dernière, exactement. Alors, la contraception thermique, c'est pareil, c'est absolument pas reconnu par l'HAS aujourd'hui, même si là encore, ça fait longtemps qu'il y a des études qui ont été faites dessus. Il y a le docteur Mieuxet au CHU de Toulouse qui a très longtemps travaillé là-dessus, qui a beaucoup développé la contraception thermique. Là encore, on sait très bien comment ça fonctionne. Pourquoi les testicules, ils sont à l'extérieur du corps humain ? C'est parce qu'en fait, pour avoir une production de spermatozoïdes, la spermatogénèse, il faut avoir une température inférieure à 2 degrés à peu près par rapport à la température corporelle. Dès que tu vas augmenter la température des testicules de plus de degrés, la production des spermatozoïdes va diminuer, voire quasiment disparaître. Ça, on le connaît très bien parce que par exemple, un mec qui vient pour infertilité, tu lui fais faire un spermogramme, s'il a eu de la fièvre dans les 3 mois qui précèdent, son spermogramme est de moins bonne qualité. Donc ça, pareil, voilà, on sait très très bien comment ça fonctionne. Donc le principe, il est là, c'est augmenter la chaleur des testicules. Ça, comment tu peux le faire ? Alors il y en a qui avaient carrément inventé ce qu'on appelle les slips chauffants. Là, le problème, c'est que c'est quand même très dangereux. Tu te balades avec un truc chauffant sur les couilles en permanence. Alors attends, comment ça marchait ? Ça marchait sur batterie ? C'est comment ? Enfin, sur batterie. Ouais. C'est vrai ? Ouais. T'as un dispositif comme ça. Donc t'as un slip. Dans ce slip, tu mets une espèce de petite protection chauffante qui est reliée à une petite batterie externe que tu recharges. Donc ça, il faut surtout pas l'utiliser parce qu'on n'a aucun recul dessus. Là, il n'y a aucune étude. On ne sait absolument pas ce que fait une chaleur comme ça sur le long terme qu'on contrôle pas en fait correctement. Donc ça, faut pas l'utiliser. Par contre, ce qui marche plutôt bien, c'est la remontée des testicules. Comme je t'ai dit, s'ils sont à l'extérieur, c'est pour être au frais. Donc si tu les remets à l'intérieur du corps, tu vas augmenter la température de 2 degrés et donc la production de spermatozoïdes s'arrête. Et pour ça, il existe des dispositifs qui ne sont absolument pas reconnus par la NSM et par l'HAS, mais qui vont permettre de remonter les testicules en position inguinale basse. D'accord, ok. Et donc il y a des hommes qui créent ce genre de choses. Donc, le docteur Mieuxet avait fait... Alors le docteur Mieuxet, à l'origine, avait créé une espèce de slip contraceptif, mais qui n'a jamais été commercialisé, qui était juste expérimental, on va dire, qu'il utilise dans le cadre d'un protocole. Et pourquoi ça n'avait jamais été commercialisé, du coup ? Parce que pour le commercialiser, il faut avoir le marquage CE pour que ça soit considéré comme un dispositif médical. Or, pour faire ça, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte plus d'1 million d'euros. Il faut une population assez importante. Il faut beaucoup de temps parce que la contraception, c'est sur le long terme. Et puis parce que Mieuxet, justement, il avait essayé de faire des études pour le mettre en avant. Ce qu'on lui reprochait, c'est que normalement, dans ces cas-là, il faut faire des études versus quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut faire moyen de contraception versus pas de moyen de contraception. Sauf que là, on parle de grossesse. Donc si tu n'utilises pas de moyen de contraception, la grossesse, tu l'as de toute façon. Donc les mecs qui viennent pour ça, ils vont pas se dire non, je vais être dans le groupe sans moyen de contraception. Tu peux pas comparer. Donc c'est un truc un peu particulier, donc c'est très difficile à mettre en place. Et donc il y en a plein qui ont essayé de faire des trucs comme ça. Assez récemment, il y avait un dispositif qui s'appelait l'AndroSwitch, c'est une espèce d'anneau, pareil, qui permettait aux testicules de remonter, qui était commercialisé sur Internet. Ça a aidé, on va dire, à développer la contraception masculine thermique, mais c'était pas légal en fait, parce que c'était pas un dispositif validé, donc ça a été retiré du marché. Donc aujourd'hui, globalement, le seul moyen aujourd'hui de faire une contraception thermique, en effet, c'est de se faire soi-même son sous-vêtement. Donc il y a des ateliers couture qui existent par-ci par-là, et c'est les hommes qui se font eux-mêmes leur slip. Donc du coup, alors après, comment c'est contrôlé ça, par exemple, ce genre de truc ? Est-ce que toi, tu reçois des patients qui justement ont ce genre de slip ? Alors moi, je reçois des patients qui me demandent des informations sur la contraception thermique en me disant, voilà, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je peux ? Donc moi, le problème, c'est que je peux rien leur prescrire. Je peux juste leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Mais j'essaye quand même malgré tout de les accompagner pour pas qu'ils fassent non plus n'importe quoi de leur côté. Donc j'essaye de faire un interrogatoire suffisamment complet pour voir s'ils n'ont pas des contre-indications. Par exemple, un homme qui a un antécédent de cryptorchidie, c'est-à-dire de testicules qui n'étaient pas descendus dans l'enfance, interdit. Un homme qui a un antécédent de cancer du testicule, interdit. Un homme qui a des hernies inguinales, interdit. Enfin voilà, il y a plein de contre-indications comme ça qu'il faut vérifier. Et après, il faut faire un bon examen clinique, pareil, pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Le problème, c'est qu'après, ce qu'ils font à la maison, je suis pas là pour vérifier, je peux pas être derrière tout le monde, donc je peux juste leur donner des conseils, mais après, c'est eux qui gèrent. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, en vraie contraception masculine
non définitive, on n'a rien en fait. Exactement. D'accord, c'est génial. Merci l'interruption. Non, mais c'est hyper frustrant pour nous parce qu'on sait qu'il peut y avoir plein de choses, mais on ne peut rien leur proposer. Et dans d'autres pays, il n'y a pas d'études, d'autres études, d'autres choses, d'autres idées qui se font actuellement? Alors, si tu as ils étudient certaines molécules. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pas arrêter la spermatogénèse, mais c'est empêcher les spermatozoïdes d'être actifs, qu'on puisse les inactiver temporairement. Alors, en Inde et aux États-Unis, ils ont développé une espèce de gel. Il y en a un qui s'appelle le Rizug et l'autre le Vasalgel. C'est un gel que tu vas injecter dans les canaux déférents, qui va boucher les canaux déférents. Alors, les deux n'ont pas tout à fait le même mécanisme. Il y en a un qui détruit les spermatozoïdes, l'autre qui bloque carrément le passage. C'est très efficace, c'est-à-dire que clairement, il n'y a plus du tout de spermatozoïdes qui passent. Donc c'est bien. Le problème, c'est la réversibilité, parce que tout l'enjeu, il est là. C'est ce que j'allais te demander. Alors, ça fait le Rizug qui se fait en Inde, par exemple, ça fait 30 ans qu'ils étudient ça. Ils ont fait des études de réversibilité chez le lapin, notamment. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit d'injecter un autre produit dans le canal et ça le dissout complètement. Ils ont eu des grossesses à ce moment-là chez les lapines. Le problème, c'est que chez l'homme, ça n'a pas encore été fait. En tout cas, il n'y a rien qui a été publié. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Alors, de toute façon, pour l'instant, c'est vraiment limité en Inde ou aux États-Unis. Donc c'est peut-être une voie d'approche, mais pour l'instant ça fonctionne pas. Et après, il y a plein de trucs qui sont essayés, mais ça reste assez anecdotique et ça se développe pas franchement. À cause des études en fait à chaque fois. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours le problème financier. Il faut qu'il y ait une structure derrière, un labo derrière qui puisse qui investisse. Qui investisse. Je voulais parler aussi de sexualité et de handicap en fait, parce que je me souviens quand je travaillais en uro, on avait beaucoup de patients qui avaient des problèmes d'érection, etc. Et beaucoup de patients qui étaient... Alors, je sais plus si c'était des tétras, des paras, etc. Mais enfin, voilà. Je voulais en parler, du coup, alors, par rapport à tout ce qui est injection intracaverneuse et tout ce que tu fais, toi, dans ton métier. Alors, même sans parler forcément des patients neuro, le neuro, on va dire que c'est un truc un peu particulier, mais globalement, c'est la prise en charge de la dysfonction érectile, en fait, c'est pas très compliqué, c'est toujours un peu le même cadre. En gros, un homme qui vient pour une dysfonction érectile, on essaie de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'organique, il y a des problèmes médicaux, ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt psychogène? Psychogène, c'est 100% des cas. C'est-à-dire que même l'homme qui a toutes les raisons médicales d'avoir des problèmes d'érection, il a toujours le côté psychogène. Un homme, quand il voit qu'il bande plus, ça lui trotte dans la tête et plus il y pense, moins ça marche. Donc dans tous les cas, tu as cette partie-là à prendre en charge. Après, sur le versant médical, qu'est-ce qu'on peut faire? En gros, le premier des traitements qu'on peut leur proposer, au-delà de toute l'exploration qu'on aura fait auparavant, c'est proposer ce qu'on appelle les IPDE5. Ça, c'est les médicaments pro-érectiles comme le Viagra, le Cialis. Alors, maintenant, c'est le sildenafil, le tadalafil. Il y a 4 molécules comme ça qui existent en France. Ça marche plutôt bien. Chez les patients neuro, puisque tu me posais la question, c'est pas forcément le traitement qui est plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces traitements, ils ne fonctionnent que si tu as quand même une érection qui persiste à la base. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit dans les films où le mec, par hasard, il va se prendre un comprimé de Viagra et qui reste en érection pendant 5 heures, ça n'existe pas. Les médicaments, c'est juste un facilitateur, c'est un améliorateur de l'érection naturelle. Donc en fait, il faut qu'il y ait une stimulation sexuelle pour que l'érection naturelle se déclenche, même si elle est moyenne. Et c'est seulement quand l'érection naturelle se déclenche que le médicament s'active, va faire venir l'érection plus vite, ça la rend plus dure et ça la fait durer plus longtemps. Donc ça, c'est la première catégorie de médicaments. C'est généralement par ça qu'on commence, parce que c'est le plus simple à utiliser. Ça coûtait très cher avant que ça soit génériqué, justement. Avant, une boîte de Viagra, ça coûtait une centaine d'euros, quoi. Maintenant, une boîte de Viagra, ça coûte une dizaine d'euros. Parce que du coup, c'est pas du tout remboursé. C'est pas du tout remboursé. On a essayé à de nombreuses reprises de le faire rembourser, au moins dans certaines indications. Pour l'instant, ça passe absolument pas. Donc ça, c'est toujours à la charge du patient. Donc c'est vrai qu'à une époque, c'était très compliqué de le prescrire parce que tout le monde, évidemment, ne pouvait pas s'acheter ça. C'est pour ça aussi qu'il y avait pas mal de marché noir. Là, maintenant, c'est quand même assez facilement accessible. La boîte de 10 comprimés à 10 euros, voire même plus de comprimés pour pas très cher, c'est gérable. Donc ça, généralement, c'est la première partie du... On commence par ça en traitement si c'est accessible. Ensuite, tu parlais des injections intracaverneuses. En effet, c'est ce qu'on peut proposer. Chez les patients neuro, ça marche généralement assez bien. Là, le principe, c'est de faire une piqûre directement dans le pénis. Je te parlais des corps caverneux tout à l'heure, donc on va vraiment injecter le produit dans les corps caverneux. Et là, ça a une action locale. En fait, contrairement à ce qu'on s'imagine, une érection, c'est pas une contraction musculaire, c'est un relâchement musculaire. Donc le médicament qu'on va injecter va relâcher les muscles. Ça permet un afflux de sang à l'intérieur des corps caverneux et donc de déclencher une érection. Donc là, il n'y a pas besoin d'une stimulation, parce que c'est une action purement locale. Alors évidemment,
la sexualité, c'est pas juste quelque chose de mécanique. Il faut qu'il y ait de l'excitation derrière, faut qu'il y ait tout un contexte. Souvent, les patients, d'ailleurs, quand ils ont des injections dans le service, en consultation, ils disent ça marche pas très bien. Oui, mais quand ils ont le docteur en face d'eux, c'est pas le truc le plus excitant de la Terre. Mais voilà, donc ça peut donner des bons résultats. Ouais. On peut modifier, on peut jouer un petit peu sur les doses, ça nécessite un petit apprentissage, mais c'est quand même très efficace. Okay. Y a quelque chose qui est sorti un petit peu plus récemment qui s'appelle le Vitaros. En fait, c'est un gel intra-urétral. Okay. C'est exactement la même molécule que ce qu'on injecte dans les injections intracaverneuses, sauf que lui, on le met dans le canal de l'urètre. Ça fonctionne à peu près de la même façon, c'est un petit peu moins efficace, mais ça peut être pas mal, surtout pour les patients, par exemple, qui ont peur de se faire les piqûres. Ok. Si vraiment tout ça fonctionne pas, après on peut passer aussi sur le vacuum. Ouais. Le vacuum, c'est la pompe à vide. Le principe est tout simple, c'est purement mécanique. Tu mets ton pénis dans un tube en plastique avec une pompe au bout, et en fait quand tu pompes, ça fait le vide à l'intérieur, donc ça aspire le sang dans le pénis. D'accord. C'est super efficace. Ouais. Il n'y a pour le coup vraiment aucun effet secondaire, c'est plutôt généralement très bien toléré. Par contre, évidemment, dès que tu vas retirer le tube, le sang il repart. Ouais. Donc l'érection elle retombe. Donc il faut mettre un anneau pénien à la base de la verge, ce qu'on appelle un cock ring aussi en anglais, pour faire un système de garrot et pour empêcher que le sang ne reparte. Ok. Et dernière chose, si vraiment tout ça ne marche pas, c'est ce qu'on va appeler une dysfonction érectile réfractaire. Là, on va pouvoir utiliser à ce moment-là des implants péniens, des prothèses péniennes, qui fonctionnent très très bien, mais qu'on va généralement plutôt quand même utiliser en dernier recours. C'est une chirurgie. Pour le coup, on ne peut pas du tout revenir en arrière sur les autres traitements. Et les implants péniens, ça marche très très bien. Je voulais revenir aussi sur un point, parce que toi, tu travailles aussi dans l'infertilité, du coup. Comment ça se passe une consultation par rapport à ça ? Alors, une consultation d'infertilité, donc comme je te disais tout à l'heure, généralement, en fait, les femmes sont souvent déjà prises en charge sur le plan gynéco. Oui. Dans le cadre du bilan d'infertilité, ils ont généralement eu un spermogramme. Et c'est parfois ce qui est un peu difficile parce qu'en fait, ils se retrouvent avec le résultat de leur spermogramme. Il y a des chiffres dans tous les sens, ils comprennent rien. Et ils se retrouvent paniqués parce qu'ils voient des anomalies dans tous les sens. Donc souvent, moi, je les reçois un peu dans ce contexte-là, avec les anomalies du sperme. Et il faut que j'arrive à gérer le truc. Une consultation sur de l'infertilité, ça commence par un très bon interrogatoire. Il faut vraiment essayer de creuser sur les antécédents familiaux, les antécédents personnels. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes sur les testicules ? Est-ce que c'était pas descendu les testicules quand ils étaient petits ? Est-ce qu'ils prennent des traitements ? Faut faire attention à la profession aussi, parce que l'utilisation de pesticides, ça peut jouer. Oui. Un cuistot, par exemple, qui a les couilles en permanence à la chaleur, c'est pas très bon, comme on disait tout à l'heure, pour la fertilité. Donc, c'est une bonne évaluation clinique sur l'interrogatoire. Oui. Et après, il faut les examiner. Alors, c'est souvent un peu la partie difficile, parce que souvent, ce sont des hommes jeunes. Ouais. On leur a jamais examiné les testicules. Et quand je leur dis, je vais vous examiner, il y en a plein qui me disent, vous allez m'examiner. Je sais pas, tu vas chez le dentiste, tu ouvres la bouche, tu vas chez l'andrologue, tu baisses ton pantalon. Après, on reviendra sur quelque chose parce que j'avais lu un article aussi par rapport au cancer de la prostate, t'en avais parlé, ou le cancer des testicules. T'en avais parlé dans un article de comment faire. Oui. Bon, on reviendra sur ça après, mais oui, sur l'infertilité, t'es obligé de les examiner. Oui. Ah oui, c'est indispensable. Oui. Les spermatozoïdes, ça vient des testicules. Donc, tu es obligé de vérifier un minimum que les testicules soient bien là, que les canaux soient présents, qu'il n'y ait pas d'anomalie de développement, de choses comme ça. Donc, il faut les examiner et après, en fonction de ça, on essaye d'orienter le diagnostic et on va leur prescrire divers examens, des prises de sang, d'autres examens de sperme, des échographies, etc. D'accord. Donc c'est souvent un parcours qui est un peu long et frustrant parce qu'au début il faut quand même un peu creuser et chercher. Le couple quand il vient, lui ce qu'il veut c'est avoir le bébé. Et oui. Donc il veut que ça aille vite, ça fait souvent un moment qu'ils attendent, qu'ils n'y arrivent pas. Oui. Et quand on leur dit alors il faut d'abord faire ci, ça, parfois c'est un petit peu long. Oui. Mais ça permet de comprendre et parfois d'améliorer un peu les choses. C'est sûr. Et alors moi ce que je vois quand même beaucoup plus fréquemment c'est les hommes azoospermes, donc qui n'ont vraiment pas du tout de spermatozoïdes. D'accord. Donc là pareil c'est un peu le même principe, on essaie de comprendre pourquoi. Et c'est là que je peux intervenir parfois chirurgicalement pour essayer de récupérer les spermatozoïdes. Du coup par rapport à ça, moi j'ai trouvé sur Facebook un don de sperme. Du coup, alors j'ai pas vu don d'ovule, mais j'ai dans mes suggestions j'avais don de sperme avec des groupes fermés. Du coup, pour rentrer, il faut être soit donneur, donc avec une petite case, donc c'est un QCM, avec soit donneur, soit receveuse. Ce genre de choses, toi, qu'est-ce que t'en penses et surtout, est-ce que c'est légal ? Alors, légal, non. Après, les gens, pareil, là encore, ils font ce qu'ils veulent, chacun de leur côté. Mais en fait, ça s'est beaucoup développé, notamment pour les couples de femmes homosexuelles. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen facile d'accéder à
des spermatozoïdes, tout simplement, parce que jusqu'à présent, c'était assez compliqué, il fallait aller à l'étranger, enfin voilà, c'était assez difficile. Là, il y a une nouvelle loi de bioéthique qui vient de passer, qui autorise la PMA chez les femmes seules et chez les couples de femmes. D'accord. Donc je pense qu'on aura quand même moins besoin d'avoir recours à ce genre de choses. À ce genre de choses. Le problème, c'est qu'il faut quand même que ça soit encadré sur le plan médical. Alors oui, ça marche. Ouais. C'est-à-dire que tu prends des spermatozoïdes, tu les mets dans une seringue, tu les injectes dans le Parce vagin. qu'en plus, alors attends, les questions à la base pour les hommes, du coup, tu peux noter homme ou femme, et du coup, pour les hommes, c'était quelle technique voudriez-vous employer, du coup, avec semi. Alors, c'était quoi les termes? Je me souviens plus. C'était vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, on en est à ce point-là. Non, mais ces trucs-là, faut faire gaffe quand même. France, Suisse, Belgique, tu pouvais cocher tout ce que tu voulais. Tu pouvais cocher au niveau du QCM dans quel endroit t'habitais. À la carte. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Je voudrais un E7, s'il vous plaît. C'est ça. Mais non, mais ça faisait vraiment menu, en fait. Non, mais ça, ça faut vraiment éviter. Enfin... Oui, je me doute. Mais c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Si je l'ai eu, c'était pas par hasard, quoi. On va passer à du coup, comme tu en as parlé tout à l'heure, à la palpation, toi, que tu fais médicale. Ouais. Dans le cadre du cancer des testicules, si j'ai bien compris. Oui. Comment, alors je sais pas si tu peux le décrire dans un podcast, c'est plus compliqué, mais comment tu pourrais décrire cette palpation? Alors déjà, cette autopalpation du coup. Exactement. Normalement, comme on dit aux femmes qu'elles doivent se faire des autopalpations au niveau mammaire, oui. L'homme doit normalement, dès son plus jeune âge, on va dire, dès l'adolescence, se faire une autopalpation testiculaire. Alors ça peut paraître évident, c'est-à-dire que moi je me suis toujours dit que oui, on a les boules à l'extérieur, donc c'est facile de se les palper. C'est pas si évident que ça. En fait, les hommes ils se regardent pas. Parfois, j'ai l'impression. Moi, j'ai découvert des hommes qui découvraient à 30 ans qu'ils avaient un seul testicule, quoi, alors qu'ils avaient toujours vécu comme ça. Donc je suis toujours intrigué par les hommes qui se regardent pas. Donc c'est tout simple, il faut juste se regarder. Il faut palper les testicules, il suffit de prendre une main, la boule dans la main, et on essaye de voir si cette boule elle est bien homogène, et s'il n'y a pas un petit nodule à l'intérieur. Et généralement sur les cancers du testicule, c'est ce qu'on appelle des nodules pierreux, c'est-à-dire que c'est vraiment des nodules très très fermes, très, très solides, et généralement indolores à la palpation. Okay. Donc c'est pas compliqué, voilà, il faut se prendre boule par boule, et une fois de temps en temps, on palpe et on essaie de voir s'il n'y a pas une petite modification à ce niveau-là. En fait, ça doit être lisse, entre guillemets, et si tu sens quelque chose de plutôt dur, exactement. C'est que... Testicule, c'est tout lisse. Okay. C'est tout lisse, c'est un peu ovoïde, et dès qu'il y a une petite masse qui apparaît, c'est pas normal. T'en as souvent des cancers des testicules ou pas? Alors, moi, j'en ai souvent, mais j'ai un biais par rapport à ma profession. Ça reste quand même un cancer qui est relativement rare. Touche à peu près 1% de la population masculine, donc c'est pas non plus le truc le plus fréquent de la Terre. Mais oui, il y en a quand même assez régulièrement. Alors, notamment dans le cadre de l'infertilité, justement, on leur fait des bilans un petit peu plus poussés, on les examine, on leur fait souvent faire des échographies, et c'est là que par hasard, on peut mettre en évidence des tumeurs testiculaires. D'accord. Et des cancers de la prostate, parce que t'es moins urologue qu'avant. Je suis urologue toujours autant qu'avant, mais... C'est vrai que des hommes qui viennent me voir spécifiquement pour un cancer de la prostate, aujourd'hui j'en ai un peu moins, parce que je suis trop orienté là-dessus. Pour le cancer de la prostate, c'est essentiellement deux choses. C'est le toucher rectal, donc ça réalisé par un médecin. Donc ça peut être l'urologue, mais un médecin généraliste normalement peut tout à fait le faire. Et ce qu'on appelle aussi un dosage du PSA, ça c'est une prise de sang. Le PSA c'est un marqueur qui permet de dépister le cancer de la prostate. Et on sait qu'au-dessus de certaines valeurs, ça peut orienter. Alors c'est pas un diagnostic absolu. Si on voit que le PSA est un peu trop élevé et qu'au toucher rectal on a quelque chose de suspect, c'est là qu'il va falloir aller un petit peu plus loin dans les explorations, parfois par de l'imagerie, une IRM par exemple, mais le seul moyen d'avoir la preuve formelle qu'il y a un cancer de la prostate, c'est de faire des biopsies de la prostate. Donc on essaye justement de faire tout ce dépistage avant, d'essayer d'évaluer s'il y a un risque ou pas, et s'il y a un risque, c'est là qu'on va biopsier. D'accord, donc c'est à ce niveau-là qu'on... Donc, généralement c'est à partir de la cinquantaine, vers 50-55 ans qu'on va commencer à faire ce dépistage, et aujourd'hui ce qui est conseillé c'est jusqu'à 69-75 ans maximum, quoi. Et pourquoi justement, parce que j'avais lu aussi ça au niveau des cancers du sein, pourquoi il y a un maximum d'âge en fait dans ce genre de... Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on surdiagnostiquait et qu'on surtraitait. En fait, le cancer de la prostate, c'est pas forcément une maladie très grave. Alors, bien évidemment, ça peut l'être, mais sur des maladies qui sont assez limitées, et notamment à partir d'un certain âge, ce sont des maladies parfois assez peu agressives et qui vont évoluer très lentement. Et en fait, on considère que notamment au-delà de 75 ans, le traitement du cancer de la prostate va souvent avoir plus d'effets néfastes que le cancer en lui-même.
Donc plutôt que d'aller chercher quelque chose et de se dire ah bah oui tiens on l'a trouvé mais on va pas le traiter parce que c'est risqué, bah autant pas le chercher. Oui, c'est ça. Ça évite tout un tas de prises en charge, etc. Et puis d'effets secondaires aussi mais au traitement. Je voulais revenir sur une chose aussi, même si tu me l'as dit hors antenne, au niveau de la sexualité, est-ce que tu as des patients asexués ? Alors, ou ils le savent, ou enfin, comment tu définirais la sexualité, toi ? La sexualité, j'en vois très très peu parce que pour voir un patient qui n'a pas de désir sexuel, un patient qui n'a pas de désir sexuel, il vient pas te voir en consultation en fait. Parce il se pose pas de questions. Il se pose pas de questions. D'accord. Donc ceux-là, je les vois assez rarement. Là où je peux voir des patients qui se posent quand même des questions malgré tout sur l'absence de désir, c'est les patients qui parfois ont des déficits en testostérone. Alors c'est pas que ça. Un homme qui vient en disant j'ai plus du tout de libido, la première chose quand même à rechercher, c'est un manque de testostérone. Alors, faut se méfier aussi sur les termes parce que très souvent, il y en a plein qui viennent me voir en consultation en disant j'ai plus de libido. Et en fait, eux, ils identifient la libido à la dysfonction, à l'érection en fait. Donc, quand je leur dis mais pareil, je sais pas, vous croisez une jolie fille dans la rue, vous vous retournez ou pas ? Ah oui, quand même. Donc, vous avez de la libido. Mais le vrai mec qui a plus du tout de libido, il regarde plus personne, il a plus envie de rien. D'accord. Voilà. Donc ça peut évoquer à ce moment-là un déficit en testostérone. Après, parfois, on a aussi une asexualité ou une baisse de la libido secondaire. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, qui va avoir des problèmes d'érection ou des problèmes d'éjaculation précoce, il a plus envie de faire quelque chose qui fonctionne pas. Donc en fait, la libido, elle chute énormément. Il arrête sa sexualité, non pas parce qu'il en a plus envie, mais parce qu'il a plus envie de se retrouver confronté à la problématique qu'il avait initialement. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là. Après, la vraie asexualité où l'homme, pour une raison, on va dire naturelle, sans cause forcément pathologique, n'a pas envie de sexualité, j'en vois assez peu. Alors c'est pas forcément les plus faciles à gérer. De toute façon, ils veulent rien faire ceux-là. Donc ça leur convient au final. Mais toujours à creuser quand même. Oui. Faut être sûr que ce soit pas une cause d'autre chose. Oui, toujours. Je vais passer à ma surprise, tiens. Bon, je ne vais pas me présenter. T'as plutôt intérêt à me reconnaître. Surtout que ça fait 16 ou 17 ans qu'on travaille ensemble. Et si tu ne me reconnais pas, mercredi prochain, tu vas prendre cher. Donc voilà, ça fait toutes ces années qu'on travaille ensemble et que depuis que tu es arrivé tout jeune interne dans le service, je t'ai tout de suite apprécié. Un médecin à l'écoute, bienveillant, très pro, tout de suite, t'as fait partie de mes chouchous et c'est encore le cas maintenant. Même si je ne te vois plus assez, puisqu'on ne se voit que le mercredi. J'adore depuis toutes ces années travailler avec toi. J'aime ta patientèle un peu particulière, mais très intéressante. J'ai aimé nos concours d'iPhone, même si j'ai arrêté de jouer parce qu'on n'a plus du tout les mêmes moyens. Hein, on est d'accord ? J'ai adoré fumer des clopes dans ton bureau quand tu avais encore ce vice, en buvant un petit Nespresso. J'ai adoré les quelques soirées qu'on a passées ensemble en dehors de l'hôpital. Ça faisait du bien. On était jeunes et beaux. J'ai adoré la dédicace à mes fessiers dans ta thèse. Et s'il y a bien une thèse que j'ai détesté rater, c'est la tienne. Mais bon, j'avais cassé ma voiture 2 jours avant dans les Canalets, donc c'était pas très pratique. Voilà, juste pour te dire que après toutes ces années passées ensemble, j'espère que ça va durer encore longtemps. Euro un jour, euro toujours. Je t'embrasse bien fort, mon bobo. Et à très vite. Merci Mumu, c'est trop mignon. T'as vu ? C'est vrai que quand on dit euro un jour, euro toujours, je le ressens toujours. C'était l'un de mes premiers posts et j'avoue que ça m'a marqué en fait. Mais Mumu, ça fait des années qu'on se connaît. Elle m'a connu tout bébé, elle m'a connu jeune interne. C'est ça, 16 ans. C'est comment ça fait. Tu vois, on parlait de l'âge tout à l'heure, ça rajeunit pas. Donc voilà, merci Muriel pour ce petit message. Donc c'est une infirmière du Rho que j'ai connue en même temps que Boris. Et je voulais savoir pourquoi elle a dit que tes patients étaient un peu particuliers. On n'est pas habitué à avoir ce genre de patients en consulte ou... Je sais pas, on a les patients qu'on mérite, non ?
Non, mais ça change de la population un peu urologique, peut-être un petit peu plus âgée, justement sur le cancer de la prostate, etc. C'est des patients forcément un petit peu plus jeunes parfois. Oui. Et puis, oui, les consultations de sexo, c'est toujours un petit peu particulier. Enfin, c'est pas la consultation médicale standard. Donc, Les gens sont gênés ou pas quand ils viennent te voir ? Ça dépend, c'est très très variable. Il y en a certains, on se rend compte dès le début que ça va être un peu compliqué, donc faut leur parler très longtemps. Une consultation de sexo, ça dure longtemps. J'allais te demander combien de temps ça dure. Une vraie bonne consultation de sexo, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, quoi. C'est hyper chronophage. Donc faut les mettre en confiance. Souvent, ils arrivent un peu avec des a priori. Ouais. Alors, le fait que je sois un homme, je pense que la plupart du temps, quand même, ça aide, parce qu'ils arrivent à se confier un petit peu plus facilement. Bon, après, t'as plutôt une voix. Moi, j'ai remarqué quand je te posais des questions à l'époque, t'as plutôt quelqu'un. Enfin voilà, t'es déjà plutôt bienveillant quand tu réponds, etc. T'as le côté humour aussi des fois, je me souvenais. Mais c'est vrai que je me souvenais que, enfin voilà, quand je te posais une question, moi, vraiment, j'ai travaillé en onco et c'était de l'onco hémato, quoi. Donc, du coup, j'y connaissais rien en uro. Et il y avait 2-3 chires où je savais que je pouvais vous poser des questions et je savais que j'allais avoir des réponses parce qu'il y en avait certains, on sentait que, pourquoi elle pose cette question, quoi. Donc, ouais, t'as ce côté bienveillant, donc j'imagine que tu l'as quand même avec les patients aussi. J'essaye en tout cas, oui. Après, j'essaye de m'adapter aux patients. Il y en a certains, il faut pas trop faire d'humour, il faut rester assez sérieux et très médical. Puis il y en a d'autres, il faut s'adapter, il faut pas hésiter à plaisanter. Je sais pas, c'est du ressenti, c'est ça qui est super intéressant dans une consultation de sexo par rapport à une consultation d'uro un petit peu plus classique. Ouais. C'est que c'est toujours un peu différent, on s'adapte, on rentre un peu dans la vie des gens, on parle de choses qui sont quand même très intimes. Oui. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui sont parfois très à l'aise, par contre ils arrivent, aucun problème, ils exposent leur sexualité, mais souvent c'est quand même pas évident de parler de sa vie sexuelle, de ses difficultés face à quelqu'un. Donc ça nécessite du temps, voilà. Oui, je me doute. Il faut y aller petit à petit, il faut qu'il y ait une espèce de lien qui se crée. Ouais, de petite confiance, on va dire. Ça marche pas toujours. Parfois j'ai l'impression de parler dans le vide et que ils m'écoutent pas, ils entendent pas finalement. Et puis de temps en temps, t'en as d'autres qui réagissent vraiment bien. Tu sens que tu peux travailler avec eux. D'accord. Le problème de la sexo, c'est que c'est pas juste, vous avez ça, je vous prescris ça. Oui. C'est un accompagnement permanent. Il faut qu'une fois qu'ils soient rentrés à la maison, ils continuent eux aussi à travailler de leur côté. Moi, je leur dis toujours, je peux pas être dans le lit avec vous, quoi. Ouais. Donc, notamment par exemple sur l'éjaculation rapide, c'est vraiment un vrai travail perso à faire. Donc, il faut qu'il y ait une vraie adhésion au moment de la consultation pour que le patient, après, il puisse à la maison reproduire un peu ce qu'on lui a expliqué. Donc, ça prend du temps. Alors, le plus satisfaisant, c'est quand on les revoit après 1 ou 2 consultations et qu'ils nous disent « Docteur, c'est bon ». C'est bon, j'ai réussi. Là, on se dit qu'on a servi à quelque chose. C'est pas toujours le cas, mais... Ouais. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu reçois des hommes qui sont victimes de violences ou pas, d'agressions, qui ont subi des viols Alors, non, pas directement. En tout cas, c'est pas un motif de consultation. Ouais. Je crois même que j'en ai jamais eu, finalement. Par contre, c'est quand même toujours quelque chose à évaluer quand on va faire l'interrogatoire, essayer de comprendre d'où vient le problème de la dysfonction érectile ou je sais pas quoi. Toujours essayer de voir justement s'il s'est pas passé des choses. Alors c'est vrai que parfois en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a eu des violences quand ils étaient plus jeunes, etc. Mais c'est pas un motif de consultation en tout cas. D'accord. C'est plus une piste à creuser à un moment donné dans l'évaluation. J'ai une autre question. Une question par rapport aux livres. Est-ce que tu aurais des livres à conseiller au niveau de la sexualité ? Alors il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé finalement aujourd'hui, c'est l'éjaculation rapide, qu'on appelle aussi l'éjaculation précoce. Oui. Je vois beaucoup de patients en consultation pour cette problématique et il y a un petit bouquin qui est très très bien fait, c'est fait par Catherine Solano et Patrick de Sutter, qui s'appelle La mécanique sexuelle. D'accord. Alors il y a 2 tomes, je crois, il y en a un sur l'érection, mais le premier qui est sorti c'était sur l'éjaculation. Ouais. Il est vachement bien ce bouquin parce qu'il explique comment fonctionne l'éjaculation et après il est très pratique. Il y a plein de petits exercices. L'homme peut piocher dedans, peut aller voir par-ci, par-là, et c'est vraiment un outil. Alors, j'ai pas beaucoup d'hommes qui me demandent des bouquins, mais généralement, quand ils me le demandent, ou alors quand je pense qu'ils ont besoin de travailler un peu de leur côté, c'est très bien de leur conseiller ce livre. Et j'en ai d'autres, moi. S'explorer, je sais pas si tu connais. Non. Elle s'appelle Macha s'explique. C'est une nana qui est sexologue, qui a un diplôme de sexo. Et j'en ai un autre, c'est June Pla,
qui s'appelle Jouissance Club. Tu connais pas du tout ce livre? Je connais pas non plus. C'est génial. En fait, il y a de tout. Elle part d'anatomie. À la base, elle est designer graphique. Donc, elle te fait des petits dessins. Elle a appelé, je crois que c'est le pénis, elle a appelé bidule. Et je sais plus, elle a donné des noms, tu vois, pour le côté humour. Mais tu vois, on en parlait là quand tu voulais que je fasse ma petite présentation. Oui. C'est génial. Un pénis, tu peux lui donner plein de noms différents. Totalement. C'est vrai. T'as des noms à l'infini pour un pénis. Oui. Et puis, t'as même les emojis, t'imagines? Oui, une petite aubergine. Enfin voilà, t'as plein de choses. Donc, oui. Mais du coup, ce livre est génial parce qu'elle t'explique la masturbation à deux, en fait. Et c'est génial parce qu'elle te montre d'autres techniques. Et du coup, en fait, comme on disait tout à l'heure dans le porno, t'as toujours la même technique, alors que là, je trouve que, elle t'apprend d'autres techniques. Et puis, il y a aussi le côté acceptation de soi, masturbation personnelle, Donc voilà, donc du coup, ce livre est assez sympa. J'ai 2 dernières questions. Si tu rencontrais le président de la République, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ta profession et par rapport à la sexualité en général? Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je lui dirais que justement, il faut travailler sur la contraception masculine. C'est un axe pourtant qui avait été défini comme prioritaire et qui n'est pas du tout géré pour le moment. Ouais. Donc je lui dirais vraiment qu'il faut prendre en charge la contraception masculine, il faut commencer à mettre les moyens, faut qu'on puisse évaluer des choses, qu'on puisse progresser. Il y a une vraie demande aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est un gros critère. Sur la sexualité, ce qu'il faut, c'est la rendre un peu plus accessible et la développer de façon beaucoup plus précoce. L'éducation sexuelle à l'école, au collège... J'allais te demander justement. Tu t'en souviens, toi, de ce que c'était? Je me souviens que j'ai eu un cours pour parler des organes génitaux, mais ça se limite à peu près à ça. Où tu rigoles avec tes collègues. Oh, une quéquette. Oh. C'est ça. Et en plus, on te parle de l'éducation sexuelle, c'est attention, le sexe c'est dangereux, c'est les maladies, c'est il faut se protéger, c'est la contraception, c'est... Non, on parle jamais d'amour, on parle jamais de ressenti, Exactement. On parle jamais de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est tout à fait faisable, parce qu'il y a plein de pays, notamment au Canada, ils sont hyper au point là-dessus. Oui. On essaie un peu d'en prendre exemple, mais ça, il faudrait essayer quand même de le développer. Tu m'étonnes. Déjà, il a fait des lois sur la pornographie. J'avais vu des lois récentes où il y avait des choses qui avaient été faites. Bon, c'est compliqué de limiter ce genre de choses, puisque tout le monde a accès à Internet, mais il avait essayé de limiter certaines choses. Bon, c'est compliqué de limiter c'est la première éducation souvent chez les jeunes, la pornographie sur les... Et je suis pas sûr que ce soit une mauvaise éducation d'ailleurs. Tu crois? C'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de recul. Et le problème, c'est que quand t'es jeune et que tu ne connais que ça, t'as pas suffisamment de recul. Et clairement, moi, il y a plein de mecs que je vois en consultation qui ont des problématiques sexo, simplement parce qu'ils se comparent aux films pornographiques. Donc, c'est là qu'il faut le prendre avec précaution. Mais en même temps, c'est aussi un bon moyen d'apprendre. C'est-à-dire que ça te permet de voir un sexe commencer, comment se passe un rapport sexuel. Ça peut aider aussi pour appréhender. Et puis alors, au-delà de l'apprentissage, c'est pas forcément le meilleur truc pour apprendre, on est d'accord, c'est très bien pour le fantasme. C'est-à-dire que souvent, les hommes, ils ont aussi comme problématique de ne plus avoir de fantasme, de ne pas avoir d'imaginaire. Ouais. Les hommes, quand on leur demande de faire travailler leur imaginaire, il y en a beaucoup qui ont une certaine pauvreté quand même. Et pourquoi pas utiliser le porno pour se stimuler? Peu importe, tout ce qui est utilisable, tout ce qui peut stimuler, ça peut servir. Là encore, il faut le prendre avec suffisamment de recul. Et puis évidemment, il y a des trucs absolument extrêmes, c'est pas du tout la réalité. Non. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, encore que moi, étant adepte de plutôt tout ce qui est audio, je trouve que c'est 1000 fois mieux pour imaginer, tu vois. Il faut que le patient il soit capable de l'intégrer. Parfois, c'est plus simple de regarder. Oui. Je suis d'accord avec toi. Souvent, tu travailles beaucoup mieux tes fantasmes et ton imaginaire sur des images que tu as dans la tête, sur des choses que tu vas entendre, sur un texte que tu vas lire, parce que tu te crées toi-même ton univers, tu te fais toi-même ta représentation. Mais pour des hommes qui n'arrivent pas trop à gérer ça, ça peut être une bonne solution. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que, en fait, il y a une façon de voir. Alors la femme, c'est totalement, on le sait, mais l'homme, dans ce cas-là, c'est c'est silencieux en fait. Oui. Et du coup, c'est juste au moment où il jouit qu'à ce moment-là, tu entends un son. Et je remarque et j'en ai discuté au salon de la littérature érotique avec un homme, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, du fait est-ce que tu penses qu'il y a des raisons liées à quelque chose quelle est la raison, tu penses que, bon, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Pour lui, c'était une question de performance, en fait. C'est
en fait, les hommes sont tellement, par rapport à ces pornos, justement, ils sont tellement basés sur la performance et, comme tu disais, au fait de vouloir absolument, par rapport au film. Et du coup, forcément, pendant tout l'acte, il est plutôt dans le truc de se dire non, je suis concentrée là-dessus. Ouais, mais alors j'ai envie de te dire, même pour le porno en général, c'est un peu comme les réseaux sociaux actuellement. C'est-à-dire que tu as une espèce, t'es juste sur le physique, t'es sur l'esthétique, t'es pas sur le contenu. C'est juste que maintenant, un mec qui va regarder sur les réseaux sociaux, tous les mecs ils sont hyper baraqués, ils sont tout le temps torse nu. C'est hyper complexant, mais c'est aussi complexant qu'un film pornographique finalement. Et là encore, il faut faire la part des choses entre ce qui est la réalité et ce qui est un peu complètement artificiel, quoi. Donc le film porno, si tu prends suffisamment de recul et que tu réalises que c'est juste un film, tu vois, quand tu vas voir Avatar au cinéma, tu sais très bien qu'il n'y a pas des petits hommes bleus qui existent. Là, c'est pareil, il faut avoir exactement le même recul. Tout comme sur les réseaux sociaux, tu dois avoir suffisamment de recul pour pas t'identifier à des personnes qui sont pas forcément la réalité. Du coup, l'homme dans un porno, pourquoi tu veux qu'il parle ? C'est juste le physique, c'est juste l'apparence. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il ait à raconter ? Non, mais je veux dire, t'entends dans un porno, t'entends souvent la femme, tu vois, et du coup, à la fin, t'entends l'homme. En fait, c'est ça qui me sidère. Et je vais parler de mon histoire personnelle. C'est que souvent, je dis au mec, mais en fait, il n'y a pas de bruit. C'est étrange, en fait. Et je trouve ça tellement étrange de me dire, mais en fait, c'est que c'est une génération d'hommes qui a appris par cette façon-là, en fait. Qui a appris Qui a en tout cas ça comme un de ses modèles. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et après, voilà, c'est juste un avis, peut-être. J'en discuterai avec qui s'appelle Jory. Et du coup, j'en discuterai avec lui parce que lui, il pense que c'est un côté performance, tu vois, lié à ça. Oui, mais de toute façon, le but, il est là. Il est dans la performance, dans le truc un peu extrême. Ouais, sauf que la sexualité et l'amour, c'est pas forcément ça, tu vois. Il y a un côté... Bien sûr, mais si je te montre un film de super-héros et que les super-héros utilisent jamais leur pouvoir, tu vas t'ennuyer. Oui. Donc sur un porno, c'est exactement la même chose. Encore que... ça dépend du porno. Moi, j'ai découvert d'autres pornos différents. Elle s'appelle Erika Lust. Elle est réalisatrice. Et c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable que certains... L'accès facile de certains trucs, tu vois, Ah oui, alors c'est sûr que là, l'accès, c'est hyper simple. Maintenant, n'importe qui peut y accéder. Il n'y a aucun contrôle, justement. Ils essaient de faire des contrôles, mais c'est extrêmement compliqué. C'est horrible, parce qu'en plus, tu vois, il y a même des pornos où c'est ma sœur est toute seule. Je trouve ça... Les termes sont quand même horribles. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est excitant. Ouais, mais c'est... Non, il n'y a rien d'excitant. Après, tu fonctionnes comme une femme. Je voudrais faire la différence entre femme-homme, mais clairement, sur les pornos, on n'a pas du tout les mêmes attentes. Non, mais vas-y, dis-moi. On est là pour parler de ça. En fait, je trouve ça horrible de se dire... les phrases, c'est quoi ? C'est... ma sœur est toute seule dans sa chambre ou je sais pas quoi. Oui. Mais ça, c'est... Et un homme est sincèrement stimulé par ce genre de choses. Mais s'ils le font, c'est que oui. C'est quand même fou, en fait. Après, t'as plein de variétés, quand même. Oui. Non, mais je veux dire, t'as des trucs des extrêmes, t'as des trucs beaucoup plus doux. Oui. Après, clairement, tous les trucs... Il y a pas mal de réalisatrices de porno femmes qui ont essayé de faire des choses un petit peu plus scénarisées, un peu plus esthétiques. Ça marche pas. Oui. Ça marche pas. Erika Lust, elle le fait payer, du coup, tu vois. Moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, nous, on a un âge où t'as une conscience, en fait. Mais quand t'as 15 ans et que tu découvres ça et tu te dis, ma sœur, en fait, c'est quand même violent, en fait, de dire... je sais pas, nous, c'est ça, ce genre de truc, maintenant, j'ai conscience que c'est quand même violent, mais à 15 ans, je suis d'accord. Quand je te dis que le porno, c'est pas si mal que ça, je caricature un peu, mais bien évidemment, en consultation, je vois plein de jeunes en particulier qui n'ont que ça comme référence. On n'en a pas parlé, mais par exemple, je vois plein de patients qui viennent pour des suspicions de micro-pénis. Oui. C'est la plupart du temps ce qu'on appelle dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise perception de leur corps, ils ont l'impression d'avoir un tout petit zizi, alors qu'en fait ils ont un pénis strictement normal. C'est juste que quand tu te compares aux acteurs de porno, évidemment un acteur de porno, tu vas pas prendre un mec qui a un micro-pénis, quoi. Il faut que ça se voit à l'écran. Donc ça peut être en effet des choses qui sont extrêmement complexantes pour les hommes, même sur la pratique de la sexualité d'une façon générale, mais je pense quand même que malgré tout, heureusement la plupart des hommes sont quand même capables de faire la part des choses et arrivent à réaliser que ça reste une fiction. Écoute, c'était une bonne réponse pour le président. Il y a du boulot, le président. Est-ce que lui, il consomme du porno ? Qui sait ? Bien sûr. Tu penses que tout le monde en consomme ou pas ? Oui. Ouais. Oui. Alors,
tout le monde, non, évidemment, je ne peux pas généraliser, mais une grande proportion d'hommes consomment. Ouais. Alors souvent d'ailleurs, ce qui pose problème à leur partenaire, ça, ils sont souvent obligés de le faire en douce. Et c'est ça que je trouve fou. La masturbation, c'est souvent assez tabou. Alors au sein d'un couple, c'est hyper tabou la plupart du temps. J'ai beaucoup d'hommes. Moi, je pense que la masturbation, c'est un super exercice. Oui. C'est très bien pour découvrir son corps, pour découvrir ses sensations, pour s'entraîner. Enfin, avant de faire un marathon, tu t'entraînes un peu. Ouais. C'est pareil, avant d'aller faire l'amour pour la première fois, c'est bien de s'être masturbé, de se connaître, de savoir ce qui fait du bien. Et il y a quand même beaucoup d'hommes, quand je leur dis, mais alors, quand vous vous masturbez, comment ça se passe ? Ils me regardent avec des grands yeux en disant, mais masturber, mais je suis marié. Et c'est quoi le rapport ? Finesse ! C'est extrêmement fréquent, ça. Et je leur dis, mais non, mais c'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir envie de temps en temps de vous masturber parce que c'est un plaisir particulier. Et puis de temps en temps de faire l'amour avec votre femme. Ouais. Sauf que très souvent, d'abord, les hommes sont très gênés, mais parce que souvent aussi les femmes sont gênées par cette situation et ils se disent, mais pourquoi tu veux te masturber ? T'as qu'à faire l'amour avec moi, donc t'as plus envie de moi. Ouais. Donc ça, c'est un truc très compliqué à leur faire travailler, qu'ils réalisent que ce sont vraiment deux choses différentes et qu'on peut être amoureux et avoir envie de faire l'amour de temps en temps et qu'on peut avoir envie de se masturber de temps en temps, peu importe. J'ai une question, tu reçois que des couples hétéros ou tu reçois des couples homo aussi ? Je reçois des couples homo aussi, oui. Et du coup, c'est pareil, exactement pareil dans les couples homo, au niveau de la masturbation ? Alors au niveau de la masturbation, peut-être c'est moins tabou. Clairement sur les couples d'hommes, c'est quand même moins compliqué parce que tous les hommes se masturbent. Ouais. Enfin, pareil, je généralise. Non, mais je comprends totalement. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui se masturbent. Donc en fait, tu penses qu'il y a une question. Enfin, j'ai pas envie de généraliser non plus, mais il y a une question de genre chez certaines femmes où on leur a dit que la masturbation, c'était pas quelque chose à faire en couple, en fait. Oui, je pense que c'est un peu l'a priori que beaucoup vont avoir. Ouais. C'est dommage. Bah oui, c'est un peu dommage, parce que c'est vachement bien. Bah, c'est surtout que oui, comme tu dis, dans l'apprentissage de son corps, de ce qu'on aime. Parfois, c'est dangereux. Parce qu'il y en a qui savent pas bien se masturber. C'est-à-dire ? Il y en a qui vont avoir des positions assez particulières pour se masturber. Il y en a qui se masturbent de façon très mécanique. Oui. Le principe de la masturbation, c'est d'éjaculer le plus vite possible, finalement. C'est de se faire du bien. Donc, c'est vite, clac, clac, et c'est fini. Donc, sur les hommes en particulier qui ont des problèmes d'éjaculation rapide, parfois, il faut leur refaire travailler leur masturbation parce qu'ils n'ont pas les bonnes sensations. Ou alors, il y en a certains qui vont me dire aussi, alors, masturbation, j'ai aucun souci, je bande, j'éjacule. Mais alors, dès que je rentre dans un vagin, je sens plus rien. Ouais. Mais c'est sûr que si le mec, il se serre le pénis en secouant très très fort de façon très mécanique, mais il ne retrouve plus du tout les mêmes sensations après. Donc parfois, la masturbation peut être dangereuse si elle n'est pas bien utilisée. C'est comme tout finalement. Donc non, je pense que c'est un bon outil. Il faut parfois l'utiliser en modifiant un peu ce qu'ils font, mais moi, il y en a plein qui me disent mais c'est pas grave de se masturber. Ben non, c'est pas grave. Ah ouais, à ce moment-là, c'est fou quand même. Et moi, ça me fait halluciner de me dire que même en couple, ce genre, c'est pas quelque chose de généralisé. Mais après, c'est je pense notre société qui a créé ce genre de choses au final sur la masturbation. Eh bien, ma dernière question est arrivée. Aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes, Boris ? Ouais, je m'aime. Ouais. T'aimes bien ta vie ? Ouais. T'as mis du temps. Ouais. C'est compliqué de s'aimer quand même. Oui. De s'estimer, d'avoir confiance en soi. Ouais. De ne pas s'aimer que à travers le regard des autres. C'est ça qui est compliqué parce que c'est toujours à travers le regard des autres que tu te vois finalement. Et non, aujourd'hui, je pense que je m'assume tel que je suis. Je vis bien, je suis heureux. Non, je suis bien. Bon, tant mieux. Écoute, merci Boris. Je vous dis merci. Du coup. Avec plaisir. À très bientôt. Amour, Isa. Amour. 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 Amour.